chaque année de nous retrouver pour rassembler l'ensemble de la filière ici aéronautique et spatiale. Tout d'abord, je voudrais saluer la présence de Monsieur le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, cher Étienne Guyot. Saluer bien sûr Madame la députée Marie Récade qui est parmi nous ce matin. Merci Madame la Présidente de nous accueillir. C'est votre première édition du sommet aéronautique et spatial, Madame Christine Bost. Je voudrais bien sûr saluer le président du BAS et puis bien entendu celui qui nous accueille ici à Mérignac, avec en plus la fierté, Monsieur le maire, que ce sommet nous l'avons créé ensemble avec une démarche collective, car c'est bien le collectif qui fonctionne. Et on le voit bien dans cette salle, à la fois plus de 800 participants participeront aujourd'hui à cette journée. C'est presque une université d'automne, 800 participants de la filière, bien sûr, aéronautique et spatiale, mais il y a aussi des chercheurs, des étudiants, des représentants des ETI, des PME, tous ici pour échanger, débattre. Une option quand même forte, hein. On voit une pression quand on voit ce qui se passe en Chine. Et puis enfin, la décarbonation, bien évidemment, avec la difficulté, il faut être totalement conscient. Le problème aujourd'hui, c'est que la décarbonation, à la fois pour le changement climatique, c'est aussi pour le désenclavement des territoires. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est une pression importante. Et la difficulté, et on est totalement conscient, puisque la certification appartient à l'EASA, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont sur le marché et on a une grosse difficulté parce que l'EASA a tout le secteur européen. Et on voit je reconnais la difficulté de cette certification, pour autant c'est quelque chose d'important. On aura toujours besoin des satellites géostationnaires. On peut avoir besoin d'orbiter très bas, et on commence à le faire. Quand on dit CubeSat, il faut être conscient que ce ne sont pas des engins de quelques kilos, très souvent. Ce que l'on lance aujourd'hui, majoritairement, ce sont des engins de plusieurs dizaines, centaines de kilos. Donc, il y a besoin de couvrir tout un ensemble de besoins qui vont amener à utiliser des technologies très, très différentes. On ne va pas atomiser les satellites pour gérer des constellations. Enfin, on gère déjà des constellations de très grande dimension, mais il y a des limites à ça. Quant aux lanceurs, c'est toujours pareil, ils sont aussi appropriés à des besoins. On sait que les engins SpaceX sont des engins qui sont très différents sur le marché en termes de positionnement carrière. Voilà, il y a une très grande diversité de besoins et donc une très grande diversité de technologies à considérer. Évaluer le rapport coût-bénéfice. Alors, avant, on le faisait d'un point de vue économique. Maintenant, il faudrait ajouter le côté environnemental et le côté sociétal. On aime bien ajouter le côté sociétal parce que sinon, on loupe la partie source de l'univers qui est quand même la partie intrinsèque, la partie de base de l'industrie spatiale. Donc, vous allez me poser la question de comment on fait pour évaluer ce rapport coût-bénéfice. Et j'ai envie de vous répondre, c'est peut-être ça l'innovation du moment, d'essayer de trouver justement des méthodes innovantes pour savoir qu'est-ce qu'on place en orbite ou pas, qu'est-ce qu'on finance ou pas. Après, donc on a un peu travaillé sur le sujet, on peut partir d'outils qui existent déjà. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les outils du type matrice SWOT, qui permet de manière générale, quand on monte un projet, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, et donc on peut très bien le mettre en application sur les enjeux environnementaux. Oui, je pense.